Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur comment est-ce qu'on vit de son capital. Je pense que c'est une question très importante et surtout c'est une question, je pense que c'est la première question qu'on se pose quand on commence à investir. La fameuse question de combien est-ce qu'il va me falloir pour pouvoir vivre de mon capital, pour pouvoir générer un salaire, générer un complément de revenu, générer un revenu qui va être totalement nous permettre de remplacer notre salaire. Je pense que c'est une question ouais, très importante et surtout c'est la première question qu'on se pose. Et on va voir que, on va voir concrètement comment est-ce qu'il faut faire et surtout voilà quelles règles on va utiliser. Et surtout, comment parvenir à ce capital-là, parce que c'est vrai que ça peut paraître c'est très clairement un marathon. C'est sûr que, en fait, quand on démarre de zéro, surtout, on a tout un capital à construire et ça peut faire très peur. Et souvent, nous, les audits que moi je fais, souvent de personnes qui justement ont cet objectif-là, ce que je remarque, c'est que la première objection qu'ils ont, c'est de se dire que, ok, moi je démarre de zéro, il me faut, imaginons, 600 000, 700 000 ou 800 000 euros de capital pour pouvoir générer des compléments de revenus. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir générer, en partant de zéro, 800 000 euros de capital? Ça paraît énorme, ça paraît complètement disproportionné, ça paraît indécent. Et en fait, on va voir que c'est pas tout n'est pas si noir que ça et que justement, en adoptant de bonnes stratégies et surtout en adaptant, on va dire, le, le, comment dire, l'objectif qu'on veut en fonction des réalités aussi possibles, on va voir que c'est tout à fait quelque chose qui est envisageable. Bien sûr, ça va dépendre des profils, de votre horizon de temps, de la tolérance au risque que vous voulez, du niveau d'activité que vous voulez avoir sur vos investissements, etc. Parce qu'on va voir qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Mais donc voilà, donc je pense qu'on va commencer maintenant. Déjà, pour moi, le point de départ est très important. C'est, voilà, déjà, comment est-ce qu'on définit finalement le capital dont on a besoin? Et en fait, le point de départ, c'est pas de zéro. Ok, moi, j'ai besoin peut-être de 600 000, 700 000, 800 000, 500 000, 400 000 euros. Ça se définit pas comme ça, en fait. Il faut vraiment partir d'un point de départ. Et le point de départ, ce sont les revenus que vous avez déjà. Ce sont plutôt c'est plutôt le niveau de vie que vous avez déjà et que vous entretenez, en fait. Plus vous allez avoir un niveau de vie qui est élevé, plus vous allez donc devoir budgétiser en fait ce niveau de vie-là et vous dire ok, combien est-ce que mon niveau de vie aujourd'hui me coûte, et projeter ce niveau de vie-là dans 10, 15, 20 ans en fonction de votre horizon de temps et vous dire qu'ok bon, d'ici 20 ans j'aimerais avoir le niveau de vie que j'ai actuellement, donc il me faudra ces revenus-là. Donc imaginons, je prends vraiment un exemple très simple, aujourd'hui vous avez un niveau de vie qui vous coûte à peu près 3 000 euros par mois, donc à peu près 36 000 euros par an, donc ça veut dire que pour assumer, on va dire, toutes vos charges, toutes vos dépenses, euh, quelle que soit leur nature, vous allez devoir euh, avoir un capital qui va vous permettre de générer 3 000 euros par mois. Donc c'est ça vraiment le point de départ très important. Enfin, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est aussi que il faut prendre en compte l'inflation de notre niveau de vie. Il y a quelque chose qui s'appelle en économie l'effet de cliquet, donc je vais vraiment essayer d'expliquer ça simplement. C'est le fait que quand on a une hausse de revenus, que ce soit notre salaire, revenu d'activité ou peu importe, et bien on a aussi une hausse de revenus s'accompagne avec une hausse de notre niveau de vie. Ce qui fait que forcément, si vous gagnez 3 000 euros par mois pour le moment et que vous en dépensez 2 000, et ben en fait, si vous passez de 3 000 euros par mois à 5 000 euros par mois, il y a de fortes chances que votre niveau de vie euh, passe de 2 000 euros par mois à 3 000 ou à 3 500. Et en fait, quand on arrive à un certain niveau de vie, l'effet de cliquet dit que ça devient très très difficile psychologiquement de redescendre parce qu'on a normalisé finalement tout ce que la progression de notre niveau de vie. Je ne sais pas, avant peut-être que vous aviez une voiture lambda, maintenant vous avez c'est rien, une porte. En fait, vous avez normalisé le fait d'avoir ces biens matériels qui sont entre guillemets luxueux et du coup ça devient très difficile de redescendre. Et donc, en fait, pour moi, c'est très important de se dire que peut-être que le niveau de vie que vous avez actuellement et dans lequel vous vous projetez dans 10, 15, 20 ans, en fait, sera peut-être pas le même niveau de vie que vous voudrez avoir dans 15, 20 ans parce que votre niveau de vie, d'ici là, aura progressé. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, c'est pas devant nous, c'est pas matériel, c'est pas tangible, mais c'est l'inflation de notre propre niveau de vie. Et ça, c'est très important, donc, du moins, à avoir conscience. Euh, et donc voilà, donc c'est vraiment ces deux choses-là. Premièrement, on part du point de départ, donc le niveau de vie actuel, vous budgétisez en fait votre niveau de vie. Et deuxième chose, aussi prenez conscience le fait que peut-être que le fait de budgétiser votre niveau de vie actuel ne sera pas forcément le niveau de vie que vous devriez avoir dans 15-20 ans. Et donc à ce moment-là, il faut prendre en compte aussi une sorte d'inflation de votre niveau de vie. Maintenant, à partir de ce point de départ, donc les 36 000 euros par an que vous coûte votre niveau de vie actuel, en fait, on va adopter la règle des 4%. Donc la règle des 4%, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une règle qui est assez répandue maintenant en France, qui en fait dit que si vous avez par exemple un capital qui grossit
de 6% par an, vous allez pouvoir retirer 4%, votre capital va continuer de progresser à 2% par an et vous allez retirer 2% par an, 4% par an pardon, tous les ans. Ces 4%-là vont vous permettre de vivre et de générer vos revenus tout en permettant à côté à votre capital de continuer de grossir. Donc vous pouvez retirer plus, vous pouvez retirer moins aussi. À noter que plus vous retirez d'argent tous les ans, plus votre capital en fait, votre capital est forcément soumis à de la volatilité quand il est investi. Et donc, si au moment où vous souhaitez retirer vos 4% ou vos 5% ou plus ou moins, en fait, et qu'il y a une crise, par exemple, qui survient, donc je sais pas, une crise de subprime, un moins 20% sur les marchés, un moins 30%, en fait, là, vous avez un capital qui est fortement impacté. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la règle des 4%, on va dire qu'elle est assez connue dans le sens où 4% c'est pas, enfin c'est ni trop, on va dire ni pas assez. C'est un peu la moyenne qui vous permet de pourcentage idéal entre guillemets que vous pourrez retirer tout en permettant à votre capital de continuer de croître. Et donc c'est vraiment voilà règle classique. Après, bien sûr que vous pouvez retirer plus, bien sûr que vous pouvez retirer moins, c'est en fonction de vous. Moi, je trouve que 4% c'est déjà très bien. Et à noter aussi quelque chose de très important, c'est que plus vous avez un capital qui est conséquent, plus vous avez de possibilités en matière de diversification, en matière d'actifs, on va dire, en matière d'allocation, etc. Vous pouvez beaucoup plus diversifier, vous pouvez aller sur des classes d'actifs que les autres ne peuvent pas forcément avoir, ceux qui n'ont pas de capital en tout cas. Et donc, ça vous permet de, pourquoi pas, être donc plus diversifié, avoir une volatilité qui est plus faible, donc le fait que votre portefeuille ne va pas trop bouger, et en plus de ça, d'avoir un rendement qui est un peu plus élevé. Donc vous pouvez passer par exemple de 4 à 5, 6% tous les ans à retirer sans trop que votre capital bouge, et même sans que votre capital, en fait, sans empêcher de faire croître votre capital. Donc ça veut dire que vous pouvez retirer par exemple 4, 5, 6% dans les meilleurs des cas, tout en permettant à votre capital de grossir de 2-3% par an. Donc voilà, pour préparer par exemple, je ne sais pas, la transmission à côté. Ça vous permet de retirer vos revenus voilà, pour en vivre, et à côté de préparer une transmission par exemple. C'est en fonction de chacun, là, encore une fois. Mais ça permet vraiment voilà, d'utiliser les fruits du capital créé tout en ne consommant pas le capital initial. Une chose à savoir aussi qui est très importante selon moi, c'est le fait que, ok, bon, imaginons que là, voilà, vous partez de zéro, vous vous dites, ok, moi, mon niveau de vie, il me rapporte, il coûte à peu près 3 000 euros par mois, donc il me faut 900 000 euros de capital. Ces 900 000 euros, quand on part de zéro, ça peut paraître énorme. Et c'est ça un peu ce qui peut faire peur. Et ce que moi je remarque justement en faisant des audits et en parlant à des personnes qui ont cet objectif-là, qui ont cet objectif de vivre de leur capital, etc., de développer leur patrimoine dans cet objectif-là, c'est en fait se dire que, ok, moi je pars de zéro, en fait, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver à ces 900 000 euros? Ça paraît énorme, c'est quasiment 1 million d'euros, c'est quelque chose de, voilà, ça paraît indécent. Déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que, euh, déjà, en fait, votre capital, on va dire, devez pas mettre forcément toute la responsabilité sur votre capital. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je suis le premier à dire que le système de retraite français n'est pas, n'est pas viable à long terme, mais on va pas se retrouver sans rien. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand, par exemple, la Grèce fait faillite, fait défaut en 2012, on a ceux qui ont investi dans des obligations grecques qui se sont retrouvés avec une décote de 50%. Donc ça veut dire que ceux qui ont investi dans les obligations, donc la dette grecque, pardon, qui finançait donc le pays, en fait, ils se sont retrouvés avec une décote de 50%. Donc, ils avaient investi, par exemple, je sais pas, 10 000 euros, ils se sont retrouvés avec 5 000 euros. Donc, ça veut dire que même quand un pays, dans le pire des cas possibles, un pays fait défaut, en fait, on se retrouve pas avec rien du tout. On se retrouve avec soit moitié moins de ce qu'on avait, soit un peu moins, soit un peu plus. Mais bref, on se retrouve pas avec rien du tout. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir conscience aussi. Je suis le premier à dire que le système de retraite n'est pas viable. Par contre, on ne va pas se retrouver sans rien, c'est sûr. Et donc, ça nous amène au point suivant qui est le fait que il y aura peut-être parmi les 3 000 euros pour vivre que vous devrez générer une partie qui sera à générer par qui devra être générée par votre capital, mais une autre partie qui devra être générée peut-être par la pension de retraite. Donc le fait que voilà le système de retraite entre guillemets. Et donc imaginons que là sur les 3 000 euros, on a 1 500 euros qui seront financés par le capital et 1 500 euros qui seront financés par votre pension de retraite en fonction de vos estimations. Évidemment, encore une fois, c'est une estimation. Là, on part du principe que c'est 50-50, mais plus vous avez un horizon de temps qui est éloigné, moins le système de retraite sera viable et à mon avis, plus ce sera compliqué d'obtenir une grosse retraite. À contrario, plus vous êtes proche de la retraite actuellement, donc un horizon de temps qui est peut-être de 5-10 ans, plus ça sera peut-être possible d'avoir une retraite. Et donc, en tout cas, le pourcentage à ajuster entre la partie qui est financée par le capital et la partie qui est financée par la retraite est ajusté en fonction de votre horizon de temps et du fait que vous êtes proche ou loin de la retraite. Mais en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais dire, c'est que, ok, bon,
on part de zéro, on a un capital à générer pour pouvoir avoir profiter des rentes de notre capital, mais tout ne doit pas reposer sur le capital. En tout cas, dans les faits, tout ne reposera pas sur le capital parce que vous ne serez pas sans rien non plus. Donc voilà. Le deuxième point à prendre en compte aussi, c'est ce qui est concernant la fiscalité. Alors là, c'est vraiment un point assez spécifique. Je vais vraiment essayer d'aller assez vite là-dessus, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que, imaginons, on va reprendre l'exemple des 900 000 euros de capital. Sur les 900 000 euros de capital, vous avez une partie, par exemple, qui représente le capital que vous avez versé, hein, le capital accumulé, en gros l'épargne personnelle, etc., que vous allez par exemple investir, soit dans, je sais pas, des investissements immobiliers, soit dans des investissements financiers, etc., qui va faire que vous avez un capital global de 900 000 euros. Et parmi ces 900 000 euros, peut-être que vous avez participé à hauteur de 400 000 euros. Donc 400 000 euros de capital. Ou 450 000 euros, pour vraiment faire simple. Et donc 450 000 euros, donc 50% proviennent du capital que vous avez mis. Et 450 000 euros, par exemple, peuvent provenir des plus-values générées par le capital que vous aurez investi. Et donc ça veut dire qu'on est à 50-50. Quand on parle de fiscalité, on est toujours fiscalisé sur la plus-value. On n'est jamais fiscalisé sur le capital. Ce qui signifie que quand on dit qu'on est fiscalisé par exemple à la flat tax qui est aujourd'hui de 31,4%, on va arrondir à 30% vraiment pour faire simple, mais qui est à 30%, en fait on parle de 30% non pas sur les 900 000 euros, le capital plus les plus-values, on parle de 30% seulement sur les plus-values. Ce qui fait que finalement c'est moitié moins, ça revient moitié moins sur le capital. Donc ce qui fait que finalement, donc la fiscalité, quand on prend le capital global, on est vraiment sur quelque chose de assez correct. Effectivement, bon, la fiscalité française est toujours assez compliquée là-dessus, mais voilà, ça reste correct et pour le coup, bien sûr, c'est à prendre en compte. Donc voilà, toujours se laisser une marge de sécurité par rapport à ça, mais c'est à prendre en compte, mais c'est pas si énorme que ça, on va dire. Du moins, ça dépend après de quelle fiscalité on parle. Sur les valeurs mobilières, donc sur les placements financiers, on a pas mal d'enveloppes fiscales et d'avantages fiscaux, on va dire, sur certaines enveloppes qui nous permettent de diminuer tout ça. Et donc là, c'est très intéressant, notamment au PEA, je pense à Assurance Vie. Voilà, vraiment être pas mal. Et donc, c'est pour ça que là, ici, j'ai dit par exemple sur la plus-value, on est taxé à environ 25%. Pourquoi j'ai dit 25%? Alors, c'est une approximation, mais par exemple, sur le PEA, au bout de 5 ans, on est taxé à 18,6%. Sur l'assurance vie, on est taxé à 17,2% sur les abattements, etc. Puis après, on monte à 25% avec le taux réduit. Donc, enfin bref, en moyenne, j'ai dit qu'en moyenne, on était à 25%, comptant les enveloppes qui n'ont pas d'avantage fiscal et comptant les enveloppes qui ont des avantages fiscaux et dont on va pouvoir profiter. Ce qui fait que finalement, on est taxé à 25% en moyenne sur la plus-value, et ce qui fait que sur le capital global, finalement, on est taxé à 12,5% si on prend le capital global. Ici, pourquoi? Parce que 50% du capital global est composé de plus-value, sur laquelle on est taxé, et 50% est composé de capital que nous, on a mis dans notre poche, et donc là, qui n'est pas imposable, qui n'est pas taxé. Et si on revient donc à cette histoire de pension de retraite, donc qui va assumer à hauteur de 50% les revenus qui vont être générés lorsque on voudra générer des revenus donc à la retraite, et 50% donc qui reviennent au capital. En fait, sur les 900 000 euros, on n'a pas 900 000 euros, on part pas de zéro pour générer 900 000 euros, hein, c'est plus 900 000 euros qu'il faut générer, mais c'est 450 000 euros, moitié moins. Pourquoi? Parce que dans le cas qu'on a vu juste en haut, tout à l'heure, c'est 1500 euros qui vont être générés par donc la pension de retraite, et 1500 euros qui vont être financés par le capital. Donc 1500 euros financés par le capital, ça revient à quelque chose comme 18 000 euros à financer enfin 1500 euros par mois, 18 000 euros par an, et 18 000 euros par an, avec la règle des 4%, on arrive à un capital nécessaire pour générer cette rente de 450 000 euros. Donc là, on passe de 900 000 euros à 450 000 euros. Déjà, l'objectif, on va dire, est 2 fois plus facile et 2 fois moins conséquent. Et donc, c'est déjà une première étape vers finalement la possession de ce capital. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement? Comment ça se passe? Et ça, c'est quelque chose dont je voulais parler aussi, c'est que, encore une fois, quand on part de zéro surtout et qu'on veut arriver à 450 000, certes, c'est beaucoup moins que 900 000, mais il y a quand même du chemin. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc il y a du chemin à faire. Quelles sont les sources, finalement, qui peuvent nous aider à arriver à parvenir à ce capital-là? Premièrement, moi j'en vois plusieurs, et je pense que d'ailleurs, c'était 5, mais on peut en avoir d'autres aussi. Premièrement, il y a l'épargne personnelle. Donc l'épargne personnelle qui est venue s'accumuler au travers, par exemple, de votre salaire, de votre travail, de vos économies, d'un héritage, je sais pas, de plein de choses différentes. L'épargne personnelle que vous avez accumulée, qui va pouvoir être utilisée pour être, par exemple, investi quelque part afin de pouvoir générer ce capital-là. Donc voilà, donc ça va être la source, on a déjà l'épargne personnelle. La deuxième chose, on a aussi l'immobilier. Et l'immobilier, c'est très 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 important, surtout en France. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'en France, je crois on produit un quart de
des crédits en zone euro. Donc ce qui fait que voilà, on est plusieurs dizaines de pays en zone euro et pourtant on produit un quart des crédits. La France est un paradis bancaire en matière de production de crédit et ça c'est vraiment notamment de crédit immobilier. Donc il faut vraiment vraiment en profiter et ça, de toute façon, je pense que je ne prends rien là-dessus, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très important et qu'il faut savoir. Et à partir du moment où vous avez la possibilité d'avoir accès au crédit, et utilisez-le. Moi je sais que pour ma part, pour l'instant je suis concentré par exemple sur mes activités entrepreneuriales, mais l'immobilier c'est quelque chose qui va tôt ou tard arriver pour moi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra, ultra important. Je sais qu'à l'époque, j'avais un ami qui me disait si on veut faire de l'immobilier en France, on fait de l'immobilier. Si on ne veut pas faire de l'immobilier, on fait quand même de l'immobilier parce que c'est tellement intéressant et c'est tellement important dans la courbe, on va dire, de progression et de la chronologie, on va dire, patrimoniale, de constitution patrimoniale en France, que c'est vraiment obligé de passer par là. Donc voilà, donc l'immobilier, très très important, l'effet de levier bancaire, ultra important. Euh, et donc voilà. Ensuite, on va avoir les investissements personnels, donc notamment qui peuvent provenir de l'épargne personnelle. Donc l'épargne personnelle que vous aurez accumulée, que vous allez, pourquoi pas, investir dans une assurance vie, dans un PEA, dans un fonds de titre, dans un contrat de capitalisation, peu importe, pouvoir faire croître cette épargne-là, et donc derrière, là, participer, on va dire, à la création des 450 000 euros de capital. Ensuite, quelque chose qui est extrêmement, extrêmement sous-coté aussi, c'est l'épargne employeur. Donc tout ce qui est PE, PERCO, PERO, etc. via l'intéressement de la participation, si vous avez la possibilité en plus d'être abondé, mais c'est excellent. Pourquoi? Parce que ce que je dis souvent, c'est que c'est un peu de l'argent gratuit, entre guillemets, qui est non imposé quand on l'a mis sur le PE, le PERCO, etc. et qui va pouvoir capitaliser. Donc c'est vraiment avec un avantage fiscal à la sortie. Donc on a un avantage fiscal à l'entrée parce qu'on n'est pas imposé, on a un avantage en matière de capitalisation parce que c'est pas de l'argent qui va rester dormir, c'est de l'argent qui va être investi. Et on a un avantage fiscal de sortie parce que le PE et même les autres enveloppes permettent un avantage fiscal à la sortie au bout de 5 ans, au bout du déblocage. Donc voilà, ça c'est très très important, très sous-côté. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si par exemple vous avez la possibilité d'investir via l'intéressement de la participation 2000, 3000, 4000, 5000 euros par an de plus que votre que ce que vous pouvez faire déjà, en fait, c'est l'équivalent de 5000 euros par an, c'est quelque chose comme peut-être 450, 400, entre 400 et 450 euros par mois. Donc c'est énorme. Énorme, c'est 450 euros par mois. Si vont peut-être capitaliser à 10-15, enfin 10-15 ans, pendant 10-15 ans, pardon, à peut-être 7-8% par an, en fait, c'est quelque chose qui est énorme et quelque chose qui, vraiment, dont il faut vraiment pas euh, qu'il faut vraiment pas négliger parce que ça peut vraiment participer à la création de ce capital-là. Dans beaucoup, beaucoup d'audits que je fais, de personnes qui sont dans la même boîte depuis 10, 15, voire 20 ans, en fait, j'observe vraiment des plans épargne entreprise qui sont parfois blindés plusieurs centaines, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois plus de 200 000 euros dans un PE qui a en fait juste parce que la personne a investi continuellement dans des fonds, dans son PE avec les primes intéressantes, avec l'abondement pourquoi pas. Et en fait, on se retrouve avec 200 000 euros in fine parce que ça a capitalisé, parce que ça a créé du rendement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut participer à la création de ce capital-là, encore une fois. La cinquième chose, pardon, la cinquième source qui pourrait également servir, c'est l'entrepreneuriat. Donc, le fait d'avoir un side business, le fait de créer un projet à côté qui va vous permettre de générer des revenus complémentaires aujourd'hui. Donc, voilà, je l'ai mis en cinquième. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas forcément aussi une chose que tout le monde enregie, mais ça peut être une source vraiment non négligeable que vous pouvez avoir pour créer votre capital, pour participer à la création de ces 450 000 euros. Non, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment y arriver finalement, comment est-ce qu'on parvient à ce capital, qu'est-ce qui va nous permettre de le faire. On a vu les différentes sources, etc. Mais quand on parle par exemple d'investissement financier, donc on investit, comment, etc. Donc ça, on va essayer de voir un petit peu ça ensemble. Déjà, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est pour la partie investissement financier. Parce que moi, je ne vais pas parler de ce que je connais moins bien, on va dire, notamment la partie immobilière, etc. On va plus parler d'investissement financier, avec notamment combien est-ce qu'il faut investir, que ce soit mensuellement, d'un seul coup, et sur combien de temps, en fonction de l'horizon de temps que vous avez, donc, pour atteindre ces 450 000 euros de capital. Ici, là, on a un tableau qui nous montre, en gros, bah, quel est le capital qu'on atteint en fonction des versements mensuels qu'on va effectuer et de la durée durant laquelle on va investir. Avec une épargne de départ, enfin, c'est marqué juste en haut, mais en gros, en comptant 30 000 euros investis au départ, plus donc les versements mensuels qui vont s'effectuer en fonction de, euh, de, de, vous savez, de votre capacité, on va dire, d'épargne. Le scénario illustratif est à rendement, enfin illustré à un rendement de 7% par an, marqué en dessous. Donc 7% par an avec un capital de 30 000 euros, par exemple, ça donne quoi concrètement?
Si vous avez 20 ans devant vous et que vous investissez 500 euros par mois, avec 30 000 euros au départ, à 7% par an, vous aurez donc au bout de 25 ans 577 000 euros. Si par contre vous avez un peu moins de temps, mais que vous avez un peu plus d'argent à investir, donc 750 euros, avec 30 000 euros encore d'épargne investie au départ, à 7% par an, au bout de 20 ans, vous arrivez aux 450 000 euros, donc avec 512 000 euros de capital atteint. Et en fait, l'idée, c'est de trouver un petit peu, donc j'ai fait ce tableau de manière à ce que peut-être chacun d'entre vous puisse un petit peu vous catégoriser, en fait, dans quelle catégorie est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt dans la catégorie où vous avez beaucoup de temps et pas beaucoup d'épargne, ou alors peu de temps et beaucoup d'épargne, ou alors beaucoup de temps et beaucoup d'épargne, ou alors l'inverse? En fait, en fait, c'est simplement de vous retrouver ici en fonction de ce que vous pouvez faire, sachant, et là, je le précise encore une fois, que là, on parle seulement d'investissement financier. On ne parle pas d'investissement immobilier. Vous voyez que par exemple, si vous avez, je sais pas, imaginons, vous êtes dans le cas où vous avez 15 ans devant vous et vous investissez 500 euros par mois, vous n'arrivez pas aux 450 000 euros, vous arrivez à 244 000 euros. Mais si à côté, vous avez par exemple un bien locatif que vous êtes en train de rembourser parce que vous avez levé de la dette, etc., bah, en fait, le bien locatif, à terme, bah, sera peut-être équivalent de, je sais pas, 100 000 euros, 150 000 euros, ce qui viendra compléter les 244 000 euros qu'il y aura ici. Et donc, vous avez en fait un levier en plus qui est celui de l'immobilier, qu'il faut vraiment pas oublier. Aussi, quelque chose de très important, c'est que quand on parle de versement mensuel, on parle tous les investissements confondus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que avec 30 000 euros investis au départ, euh, plus 500 euros par mois, bah, vous arrivez du coup au bout de 20 ans à 382 000 euros. Mais si par exemple vous avez une épargne salariale et un PE, un plan épargne entreprise qui vous permet d'investir 3 000 euros par an en plus grâce aux primes, grâce au intéressement, participation, etc. 3 000 euros par an, ça fait 250 euros par mois. Donc là, vous n'êtes pas dans la catégorie 500 euros par mois, vous êtes dans la catégorie 750 euros par mois. Parce qu'il y a 250 euros par mois en plus, donc l'équivalent de 3 000 euros par an, qui vont venir capitaliser, qui vont travailler, bah, qui peuvent travailler peut-être à 7% par an si vous avez des fonds intéressants à l'intérieur. Et donc là, vous n'êtes plus dans la catégorie des 382 000 euros au bout de 20 ans, vous êtes dans la catégorie à 750 euros par mois, donc plutôt à 512 000 euros de capital final généré, sans compter encore une fois l'immobilier. Et encore une fois, là, il s'agit d'un scénario voilà, illustratif. Si vous avez 30 000 euros d'épargne, bah, très bien. Si vous avez plus, tant mieux. Si vous avez moins, bah, ça vous demandera un peu plus de temps. Donc là, encore une fois, c'est illustratif, c'est adapté en fonction de chacun. Mais je vous conseille de peut-être à la limite prendre un screen de ce tableau-là parce qu'il peut vous servir pour vous repérer, vous peut-être savoir où est-ce que, enfin, de réfléchir finalement dans quelle catégorie vous vous situez et de faire vos propres simulations par rapport à ça. Donc voilà, par exemple, juste après, j'ai pris un scénario où on investit 40 000 euros d'un seul coup, plus l'équivalent de 750 euros par mois pendant 20 ans, avec donc le capital initial de 40 000 euros à 7% par an. Au bout de 20 ans, on arrive à 552 000 euros de capital. Donc finalement, on a largement atteint les 450 000 euros de capital grâce aux investissements financiers, je précise seulement financiers. Ça compte pas l'immobilier à côté et les éventuelles sources de revenus, on va dire, en plus que vous pouvez avoir. On voit que les versements cumulés sans avoir finalement investi cet argent auraient accumulé donc 220 000 euros d'épargne grâce aux investissements que vous aurez fait. Vous passerez donc à 552 000 euros, soit plus du double. Donc on passe très clairement à une catégorie, à une autre catégorie. Autre chose de très important aussi, c'est que en fonction du profil que vous avez, en fonction de l'horizon de temps que vous avez, vous allez devoir, on va dire, adapter votre allocation de portefeuille. Je m'explique. Si vous avez un horizon de temps qui est très long, vous allez pouvoir investir dans des actifs qui sont dynamiques. Pourquoi? Parce que vous avez du temps devant vous, et que les actifs qui sont dynamiques sont volatiles à court terme, mais par contre, c'est eux qui créent le plus de richesse, qui créent le plus de rendement sur le long terme. Donc finalement, la volatilité, ça vous dérange pas parce que vous savez que vous allez créer du rendement sur le long terme. Donc par exemple, quand vous avez un horizon de temps qui est supérieur à 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, là, vous pouvez vous dire, ok, bon là, je vais mettre une grosse partie dans les actifs dynamiques. Par exemple, imaginons que, donc là je vais prendre vraiment le scénario où par exemple vous avez 15 ans devant vous avec une personne par exemple qui a 50 ans, qui part à la retraite à 65 ans, donc qui a 15 ans devant elle, elle va pouvoir mettre la plupart de son patrimoine dans des actifs qui vont être dynamiques. Pour une personne qui a 60 ans, donc elle va avoir 5 ans devant elle, par exemple, bah là on va peut-être réduire la partie dynamique, et à la retraite, pareil, on va garder un peu de dynamique, mais on va plus basculer sur une allocation, on va dire, des actifs qui vont être défensifs. À noter que plus on a d'actifs dynamiques, plus le rendement est gros, moins on en a, plus le rendement est faible, et la volatilité est faible aussi. Donc ce qui fait que, bah voilà,
quand par exemple je parlais au début enfin tout à l'heure de rendement de 7% par an, 7% par an, ça comprend, on va dire, la totalité de ces allocations. Les allocations les plus dynamiques pourront peut-être apporter 8 voire 9% par an si vraiment vous allez chercher des actifs, actions, etc., des actions et dynamisme en fait dans votre portefeuille. Euh, Au contraire, plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez baisser à 7, 6, 5 pour arriver finalement aux 4%, donc de la règle des 4%. Et donc, en moyenne, j'ai pris, voilà, en moyenne, une moyenne de 7% par an qui comptabilise, on va dire, cette partie dynamique au début, quand vous avez le temps, et une fois, lorsque la transition s'opère, lorsque l'horizon de temps s'affaiblit, et ben vous allez passer sur des actifs un peu moins dynamiques et donc un peu plus défensifs qui vont rapporter un peu moins, donc de l'ordre de 6, 5, etc. Et pour que ce soit un peu plus concret pour vous, je vous montre typiquement une allocation que nous, on a l'habitude de proposer, enfin du moins une base, hein, c'est plutôt une base qu'après on va venir vraiment détailler et plutôt adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. On va aussi adapter vraiment toute l'allocation, etc. Là, c'est vraiment une base que je vous montre qui pourrait être utilisée dans une allocation de croissance. Donc pour vous, vraiment, si vous ne comprenez pas, sachez que c'est normal. Il y a pas mal de fonds différents, etc. Pour vraiment illustrer la chose. Tout ce qui est en bleu, bleu ciel, etc. Ça va être la partie défensive. Tout ce qui est en or, jaune, ça va être la partie dynamique. Et tout ce qui est en gris, ça va être la partie un peu plus alternative, un peu plus gestion alternative. Donc en gros, on a une partie qui est défensive ici, qui représente 20%. On a une partie qui représente 60% qui est dynamique. Et on a une partie alternative qui se situe en fait entre le défensif et le dynamique, qui va se situer ici, donc qui représente 20%. Donc voilà, donc une allocation typique de croissance qu'on peut bien évidemment voilà, adapter en fonction de ce qu'on a en face de nous. C'est un exemple, évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Euh, mais voilà, vous pouvez prendre ça par exemple comme base, on va dire. Et, euh, et voilà, peut-être une allocation juste en dessous, une allocation de rente, qu'on peut reprendre un peu la même base qu'on avait, et qui peut permettre de générer environ 4% par an. Alors c'est illustratif encore une fois, c'est pas garanti bien évidemment. Euh, voilà, là on va juste augmenter la partie défensive avec de nouveaux fonds et en augmentant la pondération par fonds. Et à côté, on va donc réduire la partie dynamique. On va toujours conserver 20% de gestion alternative, donc d'équilibre. Donc voilà, donc c'est juste varier en fait cette partie-là. Et en fait, dites-vous qu'à partir du moment où vous avez comment dire, une allocation qui est, euh, qui est créée, en fait, vous avez juste à adapter après la partie défensive et la partie dynamique. Voilà, donc typiquement là, juste là, je vous montre l'allocation de croissance qui passe donc à 20% défensif, 60% dynamique et 20% en stratégie flexible, donc en équilibre, en gestion alternative, on appelez ça comme vous voulez, avec la partie obligation ensuite. Quand on passe en partie rente, donc évidemment ça se fait pas d'un seul coup, on passe pas de 20% à 60% et de 60% à 20%, on passe bien évidemment petit à petit de 20% à 30, puis 30, 35, 40, etc. Ça se fait progressivement au fur et à mesure que l'horizon de temps diminue, que aussi votre profil change, que vos objectifs changent. L'objectif, c'est vraiment toujours de s'adapter au vôtre, à vos objectifs et à votre profil. Donc si ça change, justement, ces modifications sont nécessaires pour petit à petit basculer vers une stratégie de rente à environ donc 4% par an qui vous permet de garder votre capital, donc de conserver votre capital, de préserver votre capital, tout en générant des rentes qui vont vous permettre de vivre et derrière de compléter les revenus que vous avez. Donc, toujours pour la partie financière, j'ai fait une petite slide sur finalement où loger ce capital-là. On parlait tout à l'heure d'assurance vie avec enfin de PEA, tout ça avec les avantages fiscaux. Évidemment, vous en avez d'autres. Donc vous avez donc le PEA qui est très intéressant après 5 ans avec l'avantage fiscal que vous avez. Vous avez l'assurance vie aussi qui est un peu un couteau suisse de l'investissement où vous allez pouvoir investir dans plein de produits différents et aussi avoir une fiscalité qui est adoucie au bout de 8 ans et aussi qui est un atout pour préparer la transmission. Voilà, ensuite vous avez bien évidemment le PER si vous avez des revenus qui sont élevés, vous avez le compte titre si vous souhaitez par exemple faire du stop picking, hein, à titre perso j'en fais, c'est c'est très très intéressant pour avoir des rendements qui sont plus élevés. Après ça demande plus de temps, donc c'est quelque chose aussi voilà, qui peut varier. C'est pas forcément, on va dire, fait pour tout le monde. Ensuite, vous avez aussi le contrat de capitalisation. Donc voilà, vous avez plein d'enveloppes différentes qui ont des avantages fiscaux ou pas. Euh,
Et voilà, c'est vraiment à choisir en fonction de votre profil. Encore une fois, de manière générale, je dirais au début, privilégier le PEA, c'est un incontournable, on va dire, aujourd'hui sur l'investissement. L'assurance vie aussi, le compte titre aussi, je dirais que c'est vraiment le trio qui est très très bien. Et après, en fonction de votre profil, en fonction de si par exemple vous avez des revenus élevés, bah, ça va peut-être être intéressant de prendre un PER. Si vous investissez en entreprise aussi, via la société, ça peut être intéressant. Donc j'ai fait une vidéo sur investir en tant qu'entrepreneur. Ça va être soit compte titre, soit contrat de capitalisation. Donc là, c'est des enjeux qui sont différents, des problématiques qui sont différentes. Enfin bref, le choix de l'enveloppe aussi doit être stratégique, mais de manière générale, on se retrouve toujours au niveau du trio, donc soit PEA, compte titre, assurance vie, c'est déjà un très très bon trio sur cette sélection. Là, je vous mets un petit rappel aussi, pareil, que vous pouvez screener bien sûr, sur la fiscalité à la sortie de chaque enveloppe, donc sur le PEA, sur le PER, sur l'assurance vie, euh, sur le compte titre, en fonction voilà, bien sûr des enveloppes, en fonction des enveloppes. Donc certaines proposent un avantage fiscal, d'autres pas. D'autres ont des avantages en matière de diversification que d'autres n'ont pas non plus. Donc voilà, ça varie encore une fois en fonction de ce que vous avez. Et, euh, et donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire voilà si c'est assez concret, si c'est justement au contraire c'était un peu trop abstrait, etc. Je prendrai vraiment note pour les prochaines vidéos et pour compléter dans les prochaines vidéos. Aussi, autre chose que je voulais dire, c'est bah, si vous souhaitez vous faire accompagner là-dessus ou si vous avez des sujets, hein, que ce soit en matière d'investissement, en matière aujourd'hui de par exemple d'épargne qui dort ou même tout autre sujet lié à votre patrimoine en fait, hein, que ce soit des enjeux de rémunération par exemple pour les entrepreneurs, je pense notamment à des enjeux de structuration, de transmission, de fiscalité, etc. Nous, on peut vous accompagner sur ça pour présenter rapidement notre structure. Donc moi, donc je suis conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine également au sein de notre structure, donc Bassel Capital, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, en gestion privée, et également on a une branche gestion de fortune. Donc pour nous présenter rapidement, donc les trois associés, donc nous sommes je suis pour cofondateur avec Jaolan et Thibaut. Euh, Conseiller en gestion de patrimoine, moi je m'occupe plus de la partie référence stratégique en allocation de portefeuille, donc toute la partie investissement, allocation, etc. Jaolan également, sur toute la partie conseil, donc conseiller financier, on a tous les agréments nécessaires, bien évidemment, hein, c'est réglementaire, c'est obligatoire, sinon on ne peut pas exercer, on évolue dans un secteur qui est très très réglementé en France. J'ai mis notre numéro Orias juste en dessous pour aller vérifier, hein, et on bosse également avec donc Thibaut, qui est un conseiller en gestion de fortune, un family officer qui a travaillé pour de très grandes familles françaises fortunées pour un patrimoine consolidé de plus d'un milliard d'euros. Donc c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc je pense notamment qu'il peut intervenir sur tous les sujets un peu plus complexes, notamment de structuration, de transmission, les sujets juridiques, de fiscalité successorale, des choses vraiment bien complexes, ou de montages fiscaux assez complexes. Surtout qu'en France, on est quand même face à une administration fiscale qui n'est pas commode. Donc voilà, pour en avoir fait vraiment l'expérience. Donc voilà, si vous souhaitez vous faire accompagner sur tous ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai en dessous un lien de candidature ouais, assez simple à remplir. Et puis voilà. Donc en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis je vous dis à très vite. Bye.